Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, l'hebdo au sommaire. Aujourd'hui, la nouvelle rubrique, les unes de la semaine. Nous reviendrons sur tout ce qui a fait l'actualité dans la presse quotidienne régionale cette semaine, tout ce qui a fait la une, donc dans les unes de la semaine. Valentin Van Cutsem reviendra de son côté sur les dernières élections qui ont lieu dimanche. Vous allez vous dire, ah mais je suis pas allé voter, mais non, c'est normal, c'est les grands électeurs qui élisaient les sénateurs. Et nous en parlerons donc dans un instant avec Valentin. Baptiste, de son côté, nous parlera d'un documentaire qu'il a vu sur la plateforme Netflix et qui l'a fait réfléchir. C'est sur les réseaux sociaux, le sujet donc. Et vous le verrez, il y a de nombreuses informations importantes dans ce documentaire. Il nous en parlera dans un instant. Et on retrouve donc tout de suite, sans plus tarder, Valentin Van Cutsem. Bonjour, merci d'être avec nous. Avec toi donc, je le disais, on va parler politique. Bonjour Valentin, aujourd'hui je vais vous parler des dernières élections sénatoriales qui ont eu lieu ce dimanche. On précise d'abord que ce ne sont pas les citoyens français qui votent pour élire les 348 sénateurs du Palais du Luxembourg, mais un collège de grands électeurs composé de députés, de conseillers régionaux, départementaux, municipaux, mais également des maires élus du coup au second tour du mois de juin 2020. Ils sont donc élus, ces sénateurs, au suffrage universel indirect. On précise aussi que le Sénat s'est donc renouvelé de moitié lors de cette élection, et cela depuis une loi du 30 juillet 2003. Avant, on renouvelait les sénateurs par tiers, puisque leur mandat était de 9 ans contre 6 ans aujourd'hui. Enfin Valentin, on devait renouveler 178 sièges, mais seulement 172 ont été pourvus ce dimanche, car les sénateurs des Français de l'étranger, qui sont au nombre de 6, n'ont pu être renouvelés cette année à cause de la pandémie de Covid-19. Leur mandat a été allongé d'1 an et leur renouvellement n'interviendra qu'en septembre 2021. Je rajoute également que tout grand électeur qui ne s'est pas présenté à cette élection sénatoriale est condamné à payer une amende de 100 € selon l'article L318 du Code électoral, le vote des sénateurs étant obligatoire pour les grands électeurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette élection? On retient plusieurs choses. La première, c'est que la droite a renforcé son statut majoritaire au Sénat en renouvelant 76 sièges et en gagnant 10. La deuxième chose qu'on peut retenir, c'est que le PS, lui, a perdu 6 sièges mais reste la force d'opposition à la droite au Sénat. Le PCF en a profité de cette perte pour gagner 4 sièges passant de 10 à 14. Ensuite, on a une nouvelle percée des écologistes qui vont constituer un groupe au Sénat composé cette fois-ci de 11 sénateurs. C'est un succès pour le Parti Europe Écologie Les Verts après le succès des municipales. Et puis, La République En Marche et le RN résistent. Le parti présidentiel va conserver 19 sièges au Sénat et a réussi à mettre 2 membres du gouvernement comme sénateurs, Jean-Baptiste Lemoyne et Sébastien Lecornu. Le parti de Marine Le Pen a quant à lui conservé son seul sénateur dans les Bouches-du-Rhône, Stéphane Ravier. Et puis pour finir, Valentin, on note une surprise. C'est que pour la première fois, un militant nationaliste corse va siéger au Sénat. Rendez-vous donc en septembre 2023 pour connaître la composition entière du Palais du Luxembourg. Merci beaucoup Valentin donc pour toutes ces informations. On te retrouve très vite. Merci à toi. On passe maintenant à notre nouvelle rubrique, les unes de la semaine. Lundi, Vosges Matin et la Provence relaient le cri d'alarme des hôpitaux qui alertent sur l'aggravation de la situation et la hausse des hospitalisations. Une autre conséquence de cette épidémie du Covid-19, la baisse du stock de sang. Le Populaire du Centre titre « Des stocks dans le rouge » et rappelle l'importance de donner son sang, particulièrement en cette période. Mardi, la mort de Victorine a fait la une du Dauphiné Libéré. Cette adolescente a été retrouvée morte ce week-end dans des circonstances encore floues. Mercredi, les nouvelles restrictions, notamment pour les réunions de famille, étaient à la une de l'Est républicain. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a annoncé que les rassemblements privés de plus de 30 personnes étaient désormais interdits. De son côté, le Populaire du Centre évoque la forte demande de la population concernant les tests, les délais s'allongent et les files d'attente aussi. Jeudi, Paris-Normandie relaie l'appel du CHU de Rouen. L'hôpital réclame plus d'effectifs et a déposé un préavis de grève.
Vendredi, au lendemain des annonces du ministre de la Santé Olivier Véran, La Voix du Nord titre « En sursis » en référence aux bars et restaurants qui risquent de fermer dès lundi si la situation ne s'améliore pas. Baptiste est avec nous maintenant. Bonjour, merci d'être avec nous. Tu vas donc nous parler d'un documentaire que tu as vu sur Netflix et ça parle notamment, surtout, de réseaux sociaux. Bonjour Valentin, aujourd'hui nous allons parler réseaux sociaux avec le documentaire Derrière nos écrans de fumée disponible depuis le 9 septembre sur Netflix. Ce documentaire qui prend la forme de témoignages des grandes figures de Facebook, Twitter, Instagram et consorts nous apprend les dérives que ces repentis ont pu observer durant leurs années de service. Les réseaux sociaux gagnent de l'argent en vendant de l'espace à des annonceurs. Nous le savons tous. Et pour rendre cet espace le plus rentable possible, Facebook, Twitter, Instagram ou encore YouTube collectent vos données de navigation afin de vous proposer les publicités qui seront le plus susceptibles de vous intéresser. En fait, chaque information renseignée sur un site web, mais également vos habitudes de navigation, ce que vous achetez, le temps que vous passez sur une publication ou un site sont tout autant de données que les réseaux sociaux revendent à des annonceurs pour vous proposer des publicités personnalisées. Et contrairement au reportage qui nous alarme sur l'aspect data, derrière nos écrans de fumée s'attaque notamment au système d'algorithmes et aux répercussions néfastes que celui-ci peut avoir sur nos sociétés. Un angle très intéressant qui éclairera le jugement des plus avertis sur notre manière de consommer ces nouveaux médias. Derrière nos écrans de fumée nous rappelle que si c'est gratuit, c'est vous le produit. Et toutes les données de navigation que nous avons évoquées sont étudiées, analysées, utilisées pour faire passer à l'utilisateur le plus de temps possible sur les réseaux sociaux et ainsi mieux rémunérer les annonceurs. Une fake news se répand 6 fois plus vite sur Twitter qu'une true news, nous explique Tristan Harris, ancien éthicien du design chez Google. Ainsi, les algorithmes qui suggèrent des recherches Google, des groupes à vocation politique ou idéologique sur Facebook ou des articles sur Instagram ne se soucieront pas de s'ils sont vrais, mais de s'ils vont vous intéresser. Même si ce documentaire, comme le signale France TV Info, manque de contrepoint et qu'il est donc à prendre avec des pincettes, permet au spectateur de se remettre en question sur sa consommation numérique. Si Internet et les réseaux sociaux sont des médias très efficaces pour véhiculer des théories du complot et de la désinformation, il n'en reste pas moins des outils exceptionnels qui permettent à qui les utilise bien de se forger une opinion objective et d'entraîner son esprit critique. Merci beaucoup Baptiste donc pour toutes ces informations. Vous l'aurez compris, utilisez les réseaux sociaux, pourquoi pas, mais avec prudence et en sachant où on met les pieds. Et la transition est maintenant toute trouvée puisque vous pouvez quand même nous suivre avec prudence sur les réseaux sociaux. Il s'affiche actuellement pour Twitter, donc c'est le @valinfoprod, comme pour Instagram, et c'est la page Facebook Valinfoprod et la page YouTube Valinfo. Nous avons également lancé une cagnotte Litchi. Vous pouvez nous donner ce que vous voulez grâce à vos dons. Donc nous pourrons acheter plus de matériel et être présents sur différents événements, mais également faire ce qu'on appelle des flyers, des outils donc de communication, entre autres, pourquoi pas des coques de téléphone si vous en voulez. Donc voilà, n'hésitez pas à nous donner un petit peu, selon vos moyens, vous n'êtes pas obligé évidemment, sur cette cagnotte Litchi, dont le lien apparaît sur l'écran et que vous retrouverez en description de cette vidéo. Avant de se quitter, on va maintenant parler politique et humour. Donc, Jean-Marie Bigard, vous le savez, s'était présenté à l'élection présidentielle. Il l'avait annoncé il y a de cela quelques semaines maintenant. Eh bien, l'humoriste a annoncé en début de semaine sur sa page Facebook et sur ses réseaux sociaux qu'il renonçait finalement à se présenter à cette élection. On écoute un extrait. Français, c'est un scoop, je vous le dis aujourd'hui, je me retire officiellement de cette candidature à la présidentielle. Je me retire pour plusieurs raisons. Je t'explique, sous la pression de mes amis, c'est-à-dire Laurent Baffy, Laurent Ruquier, Patrick Sébastien et ma femme. Je me retire. Je me retire parce que, en fait, je m'aperçois, je suis convaincu par tous mes amis, que je serai beaucoup plus efficace et certainement beaucoup plus dangereux d'ailleurs pour tous ces gens-là en étant drôle plutôt que en colère. Voilà pour Jean-Marie Bigard donc qui annonce qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle.
Merci à vous d'avoir suivi cette émission l'hebdo. On se retrouve très prochainement, bien évidemment. D'ici là, portez-vous bien, passez un très bon week-end, une très belle semaine et à très vite. Merci pour votre fidélité.